Scott Clement said a tourism boost isn't something he and his siblings, Rachel and Nick Clement, expected when U.S. President Donald Trump first threatened Canada with tariffs and annexation. The Clements own Breathe Vacation Rentals, a short-term property management company serving Ontario and Western Quebec, and Sandbanks Vacations, a tour operator in Prince Edward County, Ontario. Across their business area, they manage about 150 individually owned properties, including some cottages at the East Lake Shores Resort near Sandbanks Provincial Park. Scott said bookings at the resort are up 87% compared to last year. Early March, it just really started taking off, he explained. We had emails from people making sure we were a Canadian company that they were booking with. Scott Clement, pour sa part, n'aurait jamais imaginé un tel coup de pouce pour le tourisme lorsque le président américain Donald Trump a commencé à menacer le Canada de tarifs douaniers et d'annexion. Avec sa sœur Rachel et son frère Nick, il gère Breathe Vacation Rentals, une entreprise de gestion locative à court terme desservant l'Ontario et l'ouest du Québec, ainsi que Sandbanks Vacations, un opérateur de circuits touristiques dans le comté de Prince Edward, en Ontario. Dans leur région, ils gèrent environ 150 propriétés privées, dont des chalets situés dans la station East Lake Shores, près du parc provincial Sandbanks. Il indique que les réservations pour la station ont bondi de 87 % par rapport à l'an dernier. Dès début mars, on a vraiment décollé, explique-t-il. On recevait des courriels de clients qui voulaient s'assurer qu'ils réservaient bien avec une entreprise canadienne. Donc, je pense qu'on a la réponse ici à Early Bookings. Vas-y, Mélodie. Oui. Scott Clement, pour sa part, n'aurait jamais pensé que le tourisme y gagnerait au change quand Donald Trump a sorti ses menaces concernant les droits douaniers et l'annexion. Avec sa sœur Rachel et son frère Nick, il gère Bright Vacation Rentals, qui fait de la gestion locative à court terme en Ontario et dans l'ouest du Québec, ainsi que Sandbanks Vacations, qui propose des circuits touristiques dans le comté de Prince Edward en Ontario. La famille gère quelques 150 propriétés privées, parmi lesquelles des chalets en villégiature à East Lake Shores, près du parc provincial Sandbanks. Les réservations pour ceux-ci ont bondi de 87 % par rapport à l'an dernier. Ça a décollé dès début mars, raconte Scott Clement. Je vois un problème d'accent ici, je m'excuse, ça m'a distrait. Les gens s'assuraient par courriel que nous étions bien une entreprise canadienne avant de réserver. Frédéric. Scott Clement, pour sa part, n'aurait jamais imaginé qu'en menaçant le Canada de droits de douane ou d'annexation, le président américain Donald Trump donnerait un tel coup de pouce au secteur touristique. Avec sa sœur Rachel et son frère Nick, il gère quelques 150 propriétés privées sous les enseignes Breathe Vacation Rentals, une société de location à court terme en Ontario et en Outaouais, et Sandbanks Vacations, un organisateur de circuits touristiques dans le comté ontarien de Prince Edward. Au complexe d'East Lake Shores, près du parc provincial Sandbanks, les réservations ont bondi de 87 % par rapport à l'an dernier. Début mars, ça a vraiment décollé, explique-t-il. Les clients nous écrivaient pour s'assurer qu'ils réservaient bien avec une entreprise canadienne. Donc, Mélodie, je te repasse la parole. Ce que je me disais même avant de réanalyser tout ça, c'est que je pense que nos approches respectives à Frédéric puis à moi sont rendues assez claires puis posées. Fait que c'est ça que je remarque comme différence. C'est-à-dire que je travaille peut-être de manière un peu plus pointue ou par touche, mais justement juste en échangeant des blocs dans le texte pour d'autres au lieu de tomber un peu plus en mode de mieux ramasser globalement comme Frédéric le fait. Et puis, j'écoutais Grant, puis je me disais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Frédéric a fait. J'aime ça qu'il soit après moi. Donc, c'est encore ce travail-là que j'ai appliqué. Là. Comme vous voyez, je me suis dit, on sait tous qui est Donald Trump de nos jours, donc j'ai pas besoin de préciser que c'est le président américain. L'expression droit douanier serait plus juste que tarif douanier, même si j'ai vu situation tarifaire aujourd'hui dans un article de journal écrit en français, on voit que la notion de tarif est en train de s'intégrer. Puis, donc, c'est ça tout le travail. Je ne vais pas forcément passer là, petit morceau par petit morceau, mais c'est vraiment un travail où je tâche de resserrer le texte, de faire un meilleur choix de mots, de lisser l'ensemble du travail, puis de regrouper les idées là, en fusionnant des paragraphes. Donc, c'est cette application-là que vous voyez au texte. Frédéric? Bon, vous aurez remarqué d'abord que j'ai oublié l'accent aigu sur le premier E de Clement. Le président américain Donald Trump, j'ai gardé parce qu'il me semble, encore une fois, en écriture journalistique,
pour des articles de ce genre, nature économique, tout ça, c'est commun à la première mention de personne, même si c'est quelqu'un de connu, de dire de qui il s'agit. Mais effectivement, on aurait très bien pu faire sauter ça. Droit de douane plutôt que tarif douanier, je pense que c'est la bonne expression, même si tarif douanier, c'est répandu. On parle en anglais et dans la traduction machine de tarif douanier et d'annexion, mais logiquement, c'est l'un ou l'autre, puisqu'on n'impose pas des droits de douane à un territoire qui fait partie de la... Fait que si au fond, c'était l'un ou l'autre, c'était devenir le 51e État américain ou payer des droits de douane très élevés. Fait que c'est une petite nuance que j'ai tenu à apporter. J'ai ensuite fusionné plusieurs paragraphes. La première phrase du troisième paragraphe aurait dû se retrouver être la dernière du deuxième paragraphe. Là, je pense que, comme j'ai envoyé un texte à Caroline avec beaucoup d'interventions, peut-être un peu manqué ça. Mais tout ça, pour moi, ça constituait un bloc. J'ai déplacé certains éléments. C'est une des rares libertés que j'ai prises là, en termes de déplacement de contenu. L'histoire des 150 propriétés, tout ça. J'ai essayé un peu de réorganiser l'information pour que ça soit logique, que ça coule de source. Société de location à court terme, c'est ce qui semble être l'expression utilisée selon mes recherches en ligne, plutôt que ce qu'on est entreprise de gestion locative à court terme. Là. Ça semble être plutôt société de location à court terme qu'on emploie. C'est ce que je trouvais surtout dans le web. Organisateur de circuits touristiques aussi. Je ne voulais pas employer opérateur. Je ne suis pas certain que c'est du très bon français. Bon, en gros, c'est ça. L'Ouest, ah oui, on dit qu'il est dans un opérateur de circuit touristique. C'est desservant l'Ontario et l'Ouest du Québec. Ben, l'Ouest du Québec, ça a un nom, c'est l'Outaouais. Mais je comprends qu'en anglais, on utilise Western Québec parce qu'on n'utilise pas le nom Outaouais. Comme région, c'est un texte écrit en anglais pour des Ontariens, ça ne voudrait rien dire, Outaouais. C'est ça. Et puis, je suis quand même, par acquis de conscience, allé vérifier le site de cette entreprise, puis les quelques propriétés qu'ils ont au Québec sont effectivement dans l'Outaouais. Donc, c'est ça, le Western Québec, c'est l'Outaouais. De la même façon que la Gaspé Peninsula, c'est pas la péninsule gaspésienne, c'est la Gaspésie, tout simplement, c'est le nom. Donc, le Western Québec, c'était correct en anglais, mais à mon avis, c'était une demi-erreur en français. C'est pas faux, mais il y a un nom pour cette région. Bon, en gros, c'est ça. Là. Il y a eu un travail général, comme toujours, là, pour essayer que ça coule bien. Je pense que ça le fait. François, quelques remarques? Je vais passer rapidement. Ici, donc, bravo pour gagner au change de la part de Mélodie et un tel coup de pouce de la part de Frédéric, en passant. Pour le reste, je suis entièrement d'accord aussi avec le déplacement des formations de Frédéric, qui a très bien expliqué et qui fonctionne très bien. Les phrases coulent bien. J'aime beaucoup le début du troisième paragraphe de Frédéric aussi. Au complexe d'East Lake Shores, près du parc provincial, les réservations ont bondi de 87 %. Très typique du français, on commence par une mise en contexte. En l'occurrence, ici, complément circonstanciel de lieu, et après le poids sémantique, donc l'information principale, les réservations ont bondi. C'est beaucoup plus stylistiquement supérieur à ce que la machine avait fait. Il indique que les réservations pour la station ont bondi de 87 %. Ça, c'est vraiment là, c'est ce genre de petites choses-là. Quand je parlais tout à l'heure de construction détachée, c'est à ça, entre autres, que je faisais allusion. Donc, il faut vraiment prendre la graine. Là, je trouve qu'on a des très beaux exemples, des très beaux modèles à suivre ici. Pour le reste, j'aurais peut-être quelques petits commentaires, mais le temps passe, puis j'ai rien de très nouveau, original à dire. Je pense que les deux traducteurs ont déjà dit l'essentiel.
Attends, il y avait peut-être une dernière chose. Ah oui, dans leur région, l'intelligence artificielle, début du troisième paragraphe, dans leur région, ils gèrent environ 150 across their business area. Évidemment que l'intelligence artificielle n'a pas laissé tomber ça, mais les deux l'ont laissé tomber, je crois. Et c'était évidemment, ça va tellement de soi qu'ils gèrent les intelligents dans leur région ou d'autres peuvent le gérer. Donc, c'est encore une fois, l'anglais aime beaucoup situer les choses dans le temps et dans l'espace. Je n'arrête pas de le répéter dans les formations. C'est un excellent exemple ici. En anglais, ça n'a pas l'air d'une information redondante ou inutile, mais en français, ça te fait un petit peu ridicule de dire que leurs établissements sont situés dans leur région. Et voilà. Donc, c'est important, c'est le genre de choses qu'on doit savoir quand on traduit vers le français qui va nous aider, encore une fois, à alléger une traduction. Ce que je me dis souvent, juste avant qu'on passe à la suite, là, ce que je me dis souvent quand je révise, c'est que le but, en fait, autant de la traduction que de la révision, c'est de ramasser les éléments de sens, puis après d'aller vraiment les retisser de la meilleure manière possible dans la langue d'arrivée. Je m'aperçois que autant Frédéric que moi, on a fait cette jonglerie-là, mais Frédéric l'a poussé encore plus loin que ce que j'ai osé faire cette fois-ci, justement, en ramenant, en bougeant des éléments, mais c'est le même esprit. Je reconnais mon esprit de travail dans cette application-là qui va m'inspirer pour la suite de mon travail, mais c'est ça, c'est le même esprit, c'est de dire à un moment donné, bon, c'est quoi les éléments de sens essentiels là, qu'on trouve en anglais, comment ils sont liés ensemble, puis maintenant, comment je ramasse ces idées-là, puis je les amène dans l'autre langue sans rester captif de la manière dont la langue d'origine dit les choses, tout simplement. Puis comme tu dis, François, en anglais, c'est super bien, là, ce texte-là. Je n'ai pas beaucoup de reproches à proprement parler à lui dire. Ça se lit très bien, ça coule, on ne sent pas tant de redondance. Puis on transpose ça en français, puis on dit, mon Dieu, ça se répète, ça se répète. Il y a quelque chose de différent entre les deux langues. C'est ça qu'il faut observer en bout de ligne. Absolument. On sort toujours transformé d'un traduvel, je te le confirme.